Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Pour ce 27e podcast, vous allez faire la connaissance de Maëlys. C'est une jeune enseignante près de Montbéliard qui travaille avec des petits, des moyens, des grands et des CP. Elle est toute seule dans son école, il y a une seule classe. Elle a une ATSEM à temps plein, mais voilà, elle n'a pas d'autres collègues près d'elle. Et au fur et à mesure, elle a transformé sa façon de travailler et elle se rapproche de plus en plus de la pédagogie Montessori. Son objectif, c'est vraiment que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. Voilà, je pense que cette phrase vous rappelle quelque chose. Et donc vous allez pouvoir aujourd'hui rentrer dans sa classe. On a parlé de tout ce qu'elle a changé dans sa classe pour permettre aux enfants d'apprendre d'une manière la plus naturelle possible. En fait, voilà. Pour faire rentrer de la vie dans l'école. Elle m'en a parlé aussi après, pas pendant l'enregistrement, mais elle passe aussi du temps en forêt avec ses élèves. Et en fait, voilà, c'est une façon de travailler beaucoup plus naturelle, où les enfants sont heureux, vont à l'école en courant, apprennent beaucoup plus sont beaucoup plus curieux et continuent aussi d'apprendre à la maison. Donc voilà, ça fait rêver. Donc je vous laisse découvrir ma conversation avec Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour. C'est Stéphanie et Marie qui m'ont conseillé de t'inviter sur le podcast. Et donc pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire voilà, dans quelle école tu travailles et on peut commencer comme ça? Tout à fait. Alors je suis enseignante pour une classe de petits, moyens, grands et CP à l'école de Yémondan, donc un tout petit village près de l'Isle-sur-le-Doubs. C'est une école où il y a une seule classe. Je suis donc seule dans l'école avec une ATSEM à plein temps. Et je suis totalement passionnée par tout ce qui est pédagogie alternative, épanouissement de l'enfant. Ce que j'essaye donc de mettre en place dans ma classe depuis un petit moment maintenant. Je suis jeune enseignante en fait, donc j'enseigne depuis 4-5 ans. D'accord. Donc dès ta première année d'enseignement, tu as senti parce que souvent ça peut arriver après cette révélation, tu sais, on enseigne plusieurs années d'une façon un peu traditionnelle comme on nous l'a enseigné et d'un coup on a une révélation. Mais toi non, c'était vraiment dès le début, dès ta première année? Alors en fait, quand j'ai passé le concours d'enseignante, au fond de moi, je voulais être enseignante pour le bien-être des enfants, plus que l'apprentissage. Donc j'avais vraiment décidé à l'intérieur de moi. J'ai passé mon cours d'enseignement, j'ai fait mes études à l'IUFM, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé à ce moment-là. Et puis j'ai commencé en tant que... Je faisais les cartons en fait. Je n'avais pas ma classe à toute première année. Donc ça m'a fait une première expérience dans l'enseignement. Sans construire ma propre classe, je suivais ce que les collègues avaient mis en place dans leur classe. Voilà, ça m'a permis de prendre mes marques, etc. Et très très vite, au fur et à mesure de l'année, j'ai commencé à me sentir frustrée par le fait de ne pas pouvoir construire, de ne pas pouvoir avoir ma classe à moi, tout en ayant en tête la pédagogie vraiment Montessori en tête, sans savoir comment fonctionnait vraiment la pédagogie Montessori. J'avais vraiment qu'en tête les ateliers qu'on voit, les ateliers de vie pratique, les ateliers où les enfants versent les graines, les ateliers finalement que j'avais l'impression qu'on utilisait pour les temps libres des enfants. Je n'avais vraiment rien en tête, mais j'avais très très envie de m'intéresser aux pédagogies alternatives plus profondément. Et là, dans mon année, j'ai commencé à connaître un peu les écoles qui étaient autour de l'école où j'étais, et j'ai appris qu'il y avait des classes 4 niveaux assez proches qui se sont libérées à la fin de l'année. Donc j'ai postulé. Je l'ai obtenu avec beaucoup de stress, puisque c'était ma deuxième année, que je me retrouvais seule dans une école avec 4 niveaux, que quasiment aucun conseiller pédagogique n'était capable, je le savais d'avance, de m'aider dans cette démarche-là, puisque c'est maintenant très très rare. Et donc j'ai postulé, je l'ai eu. Et 3 jours après, en fait, avoir obtenu ce poste,
j'ai découvert les travaux de Céline Alvarez, que je ne connaissais mais pas du tout. Ah oui, Et là, c'était vraiment... quand t'avais Oui, postulé, tu savais même pas vraiment comment t'allais t'en sortir avec tous ces niveaux. tout à fait. Mais j'étais tellement frustrée par le fait de ne pas construire. Hmm. Et je savais que c'était quasi impossible d'avoir une classe à moi, sauf si j'acceptais une classe que personne ne voulait. Ah oui, d'accord. Comme c'était une classe, comme c'était une classe, c'était à Aglaire, c'est à la frontière de la Suisse. Comme Ouais. c'était une classe très loin de tout, plus 4 niveaux, personne n'en voulait. Pareil, de petite section jusqu'à CP. Et je me suis dit, je fais ça. Sinon, Ouais. je vais continuer à devoir, voilà, à ne pas pouvoir construire et mettre en place ce que je souhaite avec les enfants. Hmm. Du coup, j'ai postulé, je l'ai eu, et c'est vrai que c'était très extraordinaire de découvrir le travail de Céline Alvarez qui me correspondait, mais à 1000%. Ouais. Et à ce moment-là encore, elle ne parlait que des fonctions exécutives. Elle ne montrait pas sur Internet tout le matériel de lecture, tout le matériel de maths. Hmm. Il y avait vraiment la base de son travail et le pourquoi elle a mis cette démarche en place, quoi. Ouais. Du coup, j'ai vraiment commencé avec cette classe au début en mode très traditionnel. J'ai essayé de gérer les 4 niveaux au départ en me disant je vais déjà prendre mes marques et après je mettrai en place Céline Alvarez parce que ça fait beaucoup à assumer en une seule fois. Et au final, je me suis arraché les cheveux. C'était juste affreux de faire 4 niveaux différents pour une Hmm. journée entière. À minuit, je finissais. Le lendemain, à 8h30, j'arrivais. Je ne savais même plus ce que je devais faire avec eux, tellement j'avais pas eu le temps d'intégrer Ouais. tout ce que j'avais préparé la veille. Il suffisait qu'un enfant renverse de l'encre et toute ma matinée était déboussolée, puisque Hmm. tout était chronométré, chaque groupe l'un après l'autre. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que je fasse autrement, je ne vais pas tenir. J'ai commencé à mettre du Céline Alvarez en place, j'ai fait un entre-deux. J'ai fait les temps libres avec tout ce qui est le matériel pour s'occuper, donc les graines, etc. Sauf que bah, ça ne fonctionnait pas non plus, parce que je me retrouvais à aider les enfants en difficulté sur la fin de leur travail et d'avoir jamais accès à la pédagogie pure Montessori, ça devenait vraiment de l'occupationnel. Et à un moment donné, j'ai décidé de vraiment, au cours de l'année, de vraiment refaire une réunion avec les parents et de lâcher tout traditionnel et d'essayer. En me disant, de toute façon, personne ne sait vraiment comment gérer un 4 niveaux, donc on ne pourra pas me reprocher d'expérimenter, d'essayer de Ouais. faire mieux avec un Hmm. 4 niveaux. Et là, ça a été assez magique. Et quand tu dis en milieu d'année, je me suis dit, allez, j'oublie le traditionnel et j'essaye de travailler vraiment à 100% de cette manière-là. Est-ce que tu as commencé par changer l'environnement, j'imagine? Oui, bah, rien que la position des tables, en fait, au départ, quand j'ai commencé à découvrir le travail de Céline Alvarez, j'ai tout appliqué à la lettre. Et je me rappelle maintenant pourquoi j'ai pas commencé directement avec du Céline Alvarez aussi. Il y avait le fait qu'elle n'ait pas publié tout ce qui était lecture et maths. En fait, j'avais pas de matière Hmm. à ce moment-là. Euh, mais du coup, au tout départ, je me rappelle, j'attendais avec impatience le mois de décembre où elle a publié justement ces matières-là. Et j'ai vraiment appliqué à la lettre tout ce qu'elle disait. Hmm. Je me suis, voilà, j'ai tout appliqué, donc l'environnement, mettre des tables individuelles un maximum, enlever des tables pour qu'il y ait plus d'espace au sol, faire une ellipse, etc. Ouais. Au niveau de l'environnement, j'ai fait beaucoup de modifications. Hmm. Et puis, eh ben, beaucoup de fabrication de matériel Mhm. et d'achat personnel, puisque de toute façon, je ne savais pas si je pouvais rester dans l'école l'année d'après. J'avais déjà utilisé mon budget pour le fonctionnement traditionnel. Et j'étais tellement passionnée, je voulais tellement essayer, je savais que le matériel, même si pour moi maintenant ce n'est plus une condition, mais à ce moment-là c'était une condition pour moi pour pouvoir rentrer dans ce fonctionnement-là, de cette démarche. Donc voilà, j'ai mis tout en place, c'était un gros travail, Ouais. mais aucun regret, parce que c'était tellement épanouissant. Et tu dis en cours d'année, donc tu te rappelles quel mois c'était? Oui, je me rappelle avoir fait cette réunion avec les parents d'élèves mi-novembre ou fin novembre, Oui, donc c'était après les vacances scolaires ou même pas, il n'y avait pas de... après les vacances de la Toussaint. Ouais. Mm, mm. Oui, Ouais, oui, c'est oui. pendant les vacances de la Toussaint que tu t'es dit, allez, non, non, je change tout. Oui, oui, Ouais, je crois. Oui. Et puis d'accord. j'ai mon ATSEM qui était totalement partante aussi, donc qui m'a permis le dernier petit déclic pour oser me lancer, parce que c'était pas forcément très évident, voilà, d'oser. En même temps, j'étais en plus encore suivie par des conseillers pédagogiques. J'ai mis en place, en fait, je me souviens maintenant, une fois que j'ai été visitée par le conseiller pédagogique, il a vu la façon traditionnelle, et après je me suis dit, il m'a expliqué qu'il ne reviendrait pas forcément puisque j'étais trop loin
j'étais dans une école vraiment trop loin, du coup je me suis dit, bah allez, c'est le moment d'expérimenter. C'est très dur en fait au départ d'expérimenter en se disant qu'à un moment donné on va avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Oui. Donc, c'est aussi l'avantage de ces écoles-là, c'était que j'étais seule dans l'école. Mm. Donc pareil, j'avais aucun regard, je pouvais expérimenter, je pouvais échouer, enfin entre guillemets, mais je pouvais vraiment me permettre d'expérimenter sans avoir aucune remarque Oui, oui. extérieure. Oui, tu avais besoin de prendre confiance et de, voilà, de tâtonner, de voilà, faire des erreurs pour trouver ce qui fonctionne, et sans cette pression, ni de tes collègues, ni d'un inspecteur, d'un conseiller pédagogique. Ouais. Oui, tout à fait. Et comment tu as, donc quand tu as décidé de, voilà, de complètement changer de direction, comment est-ce que, donc tu dis que tu en as parlé aux parents et aux enfants, qu'est-ce que tu leur as dit, comment ça s'est passé? Alors là, j'avoue ne plus trop me souvenir, mais euh, non, j'avoue ne plus trop me souvenir. Est-ce que tu te rappelles si tu leur en avais parlé quand même, ou est-ce qu'ils étaient arrivés un matin et tout l'environnement avait changé? De mes souvenirs, ça s'est quand même fait par étapes, vu que j'avais déjà mis en place les ateliers de fonction exécutive, etc. De mon souvenir, ça s'est mis en place doucement. Je n'ai plus, je pense pas avoir fait un changement radical, je me souviens plus, c'était il y a 4 ans. Donc. Oui. Et est-ce que donc les enfants dont tu t'occupais n'avaient pas encore vraiment développé leur autonomie, puisqu'avant tu fonctionnais de manière traditionnelle. Donc est-ce qu'au niveau de l'autonomie, tu te rappelles comment ça s'est mis en place? Alors j'ai 2 expériences, parce que du coup j'ai dû quitter cette école à la fin de l'année pour recommencer dans une autre école avec exactement le même niveau, ce qui m'a permis de remettre en place ce fonctionnement avec des nouveaux parents, donc de repartir dans une certaine nouveauté avec quand même des bases. Et ce que j'ai constaté dans les 2 écoles, c'est que pour moi, pour la plupart des enfants, pas tous, mais ceux pour qui c'est le plus difficile de rentrer dans ce fonctionnement, pour moi, il fallait jusqu'au mois de mars, avril, pour commencer à avoir des changements. Il y a des enfants qui ont eu besoin de jouer énormément et d'être très peu dans les apprentissages jusqu'à mars-avril. Enfin, et ça, je l'ai vu exactement dans la 2e école à Yémondan, où je suis là actuellement, quand j'ai remis en place ce fonctionnement, 3/4 de l'année, quoi. Pour que les enfants, pour qui c'est le plus difficile, rentrent dans l'autonomie, et pour qui, surtout pour les enfants qui ont fonctionné de façon traditionnelle depuis 2 ou 3 ans déjà. Ça veut dire qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Oui, tu veux dire les grandes sections CP avaient déjà connu un autre fonctionnement les années précédentes, quoi. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus naturel. Ça fait 3 ans que je suis la même classe, donc les petits quand ils arrivent dans l'école, ils suivent très naturellement le fonctionnement des grands. Il y a quasiment... Enfin, ça se fait très naturellement, en fait, maintenant. Oui, bah oui, parce que maintenant, ça roule, quoi, vu que c'est pas la première année. Et les petits ne sont pas formatés. Ils arrivent avec qui ils sont, et on a d'autres problématiques, comme toutes les petites sections, mais il n'y a plus besoin de déconstruire pour reconstruire, quoi. Oui. Et toi, du coup, quand tu repenses à ta première année, oui, c'est ça, le tout début ouais, vraiment le tout début, et maintenant, quels avantages tu en retires, quoi? Parce que tu disais la première année, je courais partout, enfin, c'était difficile. Alors, il y a eu le début, quand t'avais pas ta classe, voilà, tu t'appliquais un peu avec des cartons, c'est pas évident, mais même au tout début, quels sont les avantages maintenant, en fait? Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi? Est-ce que tu arriverais à revenir en arrière? Non, parce que après, c'est des étapes progressives, mais ce que je remarque beaucoup par rapport à la première année, c'est que la première année, j'avais une forme de rigidité par rapport à ce qui m'était transmis de la démarche de Céline Alvarez. J'ai voulu vraiment, et je trouve ça normal, suivre vraiment à la ligne, au mot près, tout ce qu'elle proposait. C'était pour me rassurer. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, je lâche de plus en plus pour m'approprier vraiment cette démarche et qu'elle devienne ma propre démarche. C'est-à-dire qu'elle va... Et j'aime beaucoup ce terme de démarche, parce que finalement, on se l'approprie après. C'est pas figé. J'ai en tête les différents ateliers vers lesquels les enfants peuvent aller, les différents niveaux de progression. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai accepté d'être davantage proche de ce qu'est l'enfant et de ses besoins à lui. C'est-à-dire qu'un enfant, maintenant, saute parfois des étapes, et c'est tout à fait OK, en fait. Alors qu'avant, je lui refusais de sauter des étapes. Je voulais vraiment qu'il passe par chaque étape,
l'une après l'autre, qu'ils ne loupent rien. Mm. Et maintenant, du coup, je fais davantage confiance à qui est l'enfant et à ses besoins. Et parfois, une étape n'est pas tout à fait acquise, mais l'enfant est demandeur d'aller plus loin. Et je me rends compte que si je n'accepte pas d'aller plus loin, il a plus de challenge en fait. C'est juste que l'étape d'avant n'est plus assez challengeante pour lui. Il a besoin d'une difficulté supplémentaire pour être motivé. Mm. Et maintenant, par rapport à avant, voilà, je viens en classe en m'adaptant à ce que proposent les élèves. Mm. Et je regarde le potentiel de chacun, la façon de travailler de chacun, et je m'adapte à chacun. Alors qu'au début, j'étais figée sur le matériel et sur la démarche proposée, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça n'a déjà plus rien à voir du tout, quoi. Mm. C'est une Et plus grande liberté que je prends et je construis ma propre façon de fonctionner avec les enfants. est-ce que tu as une idée de matériel ou d'activité là qui te vient en tête quand tu dis s'ils veulent sauter quelque chose, je les laisse faire. Enfin, j'accepte. Euh, Non, t'as pas de, dans, t'as pas dans, d'idée. dans la lecture, enfin, oui, comme ça me vient plus en tête. Mais... Hmm. Parce que tu sais, dans le matériel Montessori, par exemple en mathématiques, chaque matériel, tu sais, apporte une nouvelle difficulté. Donc, tu vois, si un enfant veut passer d'un matériel à un autre, ça peut peut-être le mettre en difficulté s'il n'a pas vu le matériel d'avant. Tu vois. Tout à fait. En fait, enfin, par exemple, en maths, ce que j'appelle le jeu de la banque qui permet de découvrir le système décimal, Hmm. je considère que théoriquement, je leur donne accès à ce matériel-là une fois qu'ils savent dénombrer jusqu'à 10 et Hmm. reconnaître tous les nombres jusqu'à 10. Hmm. Et parfois, et ben maintenant, je leur permets d'accéder à ce matériel-là s'ils en font la demande et qu'ils en ont très très envie. Oui. Même si, par exemple, ils ne savent pas reconnaître le 6, le 7, le 8, ou même si c'est pas tout à fait acquis sur les derniers nombres, même Hmm. au niveau du dénombrement. Et en fait, le fait d'accéder à une activité de grand, Hmm. et ben ça va développer ce qui manquait encore dans les compétences juste de l'activité juste avant. Ouais, ouais. Et ils vont le travailler, mais par la motivation de faire quelque chose comme les grands. Hmm. D'accord. Je- Hmm. Et donc là, maintenant, j'imagine que ça fait 4 ans, là, t'avais pu apporter ton matériel de la première école. T'avais tout récupéré dans l'école suivante. Oui, Ouais. Parce que c'est toi qui l'avais fabriqué, du coup, ou tu l'avais payé avec ton argent. tout à fait. Fabriquer et payer quand je n'en pouvais plus de Ouais. fabriquer. Ouais, donc t'as pu récupérer. Et donc là, maintenant, voilà, tu travailles vraiment avec différentes aires dans la classe, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Tout à fait. Alors, j'ai différentes. C'est pour l'organisation, enfin, j'accorde une grande importance à la disposition du matériel dans la classe. Donc, moi, j'ai organisé en aires de différents domaines maths, lecture, activités pratiques, bricolage, etc. Je fais en sorte que ce soit très aéré pour que l'enfant puisse ranger très facilement et être autonome. J'ai enlevé tout le matériel qui ne concernait pas les enfants, mon propre matériel à moi, dont les enfants n'ont pas besoin administratif, etc. Mais tout est sorti de la classe. Il n'y a vraiment que du matériel purement pour les enfants, complètement accessible à eux. Mhm. Et voilà, c'est en différents domaines. Dans cette classe-là, je n'avais pas forcément beaucoup de tables individuelles. Quand je suis arrivée à Yémondant, c'était des tables de 3-4 pour 3-4 enfants à chaque fois, ce qui m'a un peu perturbée au début. Et puis finalement, ça m'a vraiment fait une nouvelle expérience. Je me suis rendu compte que dans la première classe, j'étais aussi très rigide sur le fait que je voulais qu'ils travaillent en individuel ou qu'ils jouent en individuel, comme c'est expliqué pour les 3-6 ans. Et je me suis rendu compte que je mettais une énergie énorme à vouloir séparer les enfants qui voulaient absolument être ensemble et qui trouvaient toutes les stratégies possibles pour être à 2 ou 3. Mhm. Et j'ai pris conscience en fait que finalement, enfin, c'est une énergie que je perdais énormément, alors qu'en plus, maintenant, ils sont quasiment toujours par 2 ou 3. Mhm. Et ils s'inspirent les uns les autres, et c'est hyper riche en fait. Il y a toujours souvent un ou deux enfants meneurs, et les autres qui suivent, mais voilà, que ce soit meneur ou suiveur, chacun s'inspire l'un de l'autre. Et moi, je mets mon énergie ailleurs qu'à vouloir absolument les séparer. Ouais. C'est pareil au niveau du matériel, et comme j'ai des CP, au début, toute première année, j'aurais demandé d'amener une trousse avec leurs propres affaires, etc. Et je dépensais énormément d'énergie aussi parce que constamment on venait me demander j'ai plus de crayon de papier, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que dans la classe j'arrive à enlever tout ce qui, moi, me
prend de l'énergie inutilement Mm. pour la mettre ailleurs, dans des choses beaucoup plus constructives. Et du coup, je demande plus aux parents maintenant d'acheter du matériel de base. Le matériel est accessible, c'est le matériel de l'école, où chacun se sert dedans. Et au final, il n'y a pas de problème de perte. Mm. Même, j'ai l'impression qu'ils le respectent plus. Ils jouent pas avec constamment, ils le rangent à leur place. Et puis, ouais, pour tout, en fait, je fais en fonction même que les CP soient autonomes en leur donnant du travail. Même si parfois c'est sur fiche, il y a un challenge en fait. Ils ont chacun leur niveau et ils travaillent là où ils en sont. Mm. Est-ce que tu utilises un plan de travail pour les CP ou même les maternelles? Non, les maternelles, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation, sauf à la fin de la grande section où on commence à travailler un petit peu sur fiche, mais c'est pareil, c'est de façon très autonome. Et les CP non plus. Ils ont par exemple l'écriture, ils ont différents niveaux d'écriture et ils prennent là où ils en sont. Mm. Et chacun est à son niveau et je corrige pas spécialement ce qu'ils font, je regarde avec eux et on efface ensemble s'il y a besoin. Mm. Il n'y a pas de correction, il n'y a aucune correction. Et donc si t'as pas de plan de travail, ça veut dire qu'ils sont libres de choisir les activités voilà, qu'ils veulent dans la journée. Oui, tout à fait. Toute la journée, sauf une demi-heure par journée pour les CP où je suis complètement avec eux et où on fait des activités qu'on ne peut pas faire avec le matériel de manipulation et puis aussi pour les habitués au CE1 à travailler un peu sur fiche, mais voilà, je suis toujours avec eux et je fais en sorte qu'ils soient en réussite. Pour tout exercice de maths, par exemple, je leur donne tout le matériel dont ils ont besoin pour réussir à faire seuls. Mm. Et dans le but de leur laisser la possibilité de trouver par eux-mêmes les méthodes de calcul, etc., leur propre cheminement, en fait. Mm. Et en fait, le matériel, dès qu'ils en ont plus besoin, ils le lâchent et il n'y a pas de pression sur une bonne ou une mauvaise réponse. C'est faux. On retravaille ensemble et on recherche ensemble une solution pour qu'ils arrivent à comprendre par du matériel concret, en fait. Donc, Mm. beaucoup par les perles, etc. D'accord. Et tout est à disposition dans la classe. Il n'y a pas il y a pas de piège, il n'y a pas. Ouais, ouais. Oui, tu veux dire que même s'ils travaillent sur fiche, s'ils ont besoin d'un matériel pour réussir à voilà l'exercice qui est sur la fiche, ils vont le chercher quoi. Voilà. Ils ont besoin de compter 40 plus 50, et bien ils vont chercher 4 dizaines, 5 dizaines, et ils font leur petit calcul dans leur tête. Et puis, en fait, pour moi, c'est visuel, c'est concret, ça s'imprime au bout d'un moment, c'est imprimé, il n'y a plus besoin du matériel, et là, on Mm. continue sans matériel. Oui, oui. Bah, le matériel Montessori en maths, c'est, enfin, même pas que en maths, c'est ça. Si on va du concret vers l'abstrait, quoi. Au début, on a besoin du matériel pour que ces choses soient concrètes, et au fur et à mesure, on peut aller vers l'abstraction, quoi. Et le temps dont ils ont besoin, quoi. Autant de Ouais, temps qu'ils en ont besoin. c'est ça. Et comment ça s'est passé avec ton ATSEM, du coup? Est-ce que comment tu as fait pour qu'elle te suive dans cette aventure un peu différente, quand même? Alors, oui, je l'ai prévenue dès le départ que ce serait nouveau. Elle s'est totalement adaptée. Et après, étape par étape, elle a pris de plus en plus de responsabilités dans la classe. Euh, elle fait aussi des apprentissages pour les enfants. Donc moi, je travaille essentiellement en individuel avec chaque enfant. Parfois à deux, un est autonome à côté de moi et un autre travaille en individuel avec moi, et les autres sont en atelier libre, et elle fait la même chose que moi. Elle prend un enfant avec elle, et c'est moi qui vais par exemple la guider sur quel type d'atelier elle peut faire avec l'enfant. Et puis par exemple, maintenant, elle est amenée à gérer quasiment totalement ce qui est art plastique, travaux manuels, soit ils vont chercher dans les livres avec elle ce qu'ils ont envie de faire pour faire du travail un peu plus guidé, soit c'est à la fête des mères, la fête des pères, etc. Et c'est elle qui est totalement avec les enfants. Donc je lui laisse énormément de liberté et on est à égalité. Sauf que j'ai le rôle de mettre en place les différents ateliers dans la classe et éventuellement la guider. Hmm. Et du coup, j'imagine beaucoup d'échanges avec elle pour lui transmettre cette pédagogie. Est-ce qu'elle regardait aussi des vidéos? Enfin, comment... Ou c'était juste avec vos échanges qu'elle a pu cheminer? En fait, je fais aussi euh, en fonction d'elle, en fonction de ses envies. Hmm. Je lui demande ce qu'elle préfère faire elle fait aussi en fonction de ce qu'elle a envie de faire, elle, ce qui l'intéresse le plus, ou avec quel niveau d'enfant, Hmm. avec quel niveau de classe elle a envie de faire. Enfin, un peu comme on travaille avec les enfants, en final. Je Hmm. m'adapte aussi à son potentiel à elle.
D'accord. Et est-ce que tu as gardé des coins jeux dans ta classe? Alors, j'ai des grands, grands, grands coins jeux. C'est vraiment, en fait, le jeu, pour moi, fait partie plus qu'intégrante de la classe. Pour moi, c'est presque un secret des apprentissages. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors, j'ai enlevé tout ce qui est dinette, poupée, etc. Surtout dinette, parce que c'est des jeux en plastique et que j'avais remarqué qu'ils passaient juste leur temps à les jeter et à les utiliser autrement que ce pourquoi ils sont faits. Mais par contre, j'ai laissé tout ce qui est Capla, Lego, un jeu qu'on appelle les plus, tous des jeux de construction en fait, qui laissent beaucoup de place à l'imaginaire et à de nombreuses possibilités. Et en fait, les enfants, ils travaillent sur tapis, ils jouent sur les tapis, à plusieurs, et ils jouent énormément. Et j'ai remarqué que c'était vraiment un besoin vraiment fondamental pour l'enfant. Euh, et pour moi, en fait, tout ce qui se passe dans leur jeu, tout l'imaginaire qu'ils mettent en place, tout ce qu'ils construisent entre eux, c'est vraiment aussi important que les apprentissages. Et je pars du principe que de toute façon, quand ils viennent travailler avec moi en individuel, ils viennent 5, 10, 15 minutes, voire 20 minutes. Et c'est un travail mais tellement énorme. On est en individuel, ça va très très vite. Enfin, les apprentissages, en fait, ils sont motivés à ce moment-là, ils sont qu'avec moi ou qu'avec un adulte, donc ils ont un lien privilégié. Euh, Ils ont envie, donc en fait, ce qu'on fait en 5-10 minutes en individuel, c'est ce qui se fait des fois parfois en 1, 2 semaines. Enfin, l'apprentissage est très, très, très efficace, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Et du coup, je me suis permis de les laisser énormément jouer parce que j'ai vu qu'au niveau des apprentissages, ça ça n'entravait pas. Et en plus, ça doit être très intuitif, mais j'ai vraiment l'impression que le jeu leur permet, est très complémentaire aux apprentissages fondamentaux. Et je me suis pour ça beaucoup, beaucoup appuyée sur les paroles et les conférences de André Stern, qui prône énormément le jeu libre. Et au début, voilà, c'était pas forcément facile à assumer, parce que c'est pas la vision de l'école qu'on a. Et pourtant, j'ai eu une expérience à un moment donné avec la première classe qui m'a vraiment marquée en fait là-dedans, c'est que je me suis dit, mais c'est toujours les mêmes jeux, je fais pas un roulement des jeux, il y en a peut-être 5, 6, 7 auxquels ils jouent constamment, toujours les mêmes jeux. Et je me suis dit, mais c'est quand même un peu ennuyant de jouer toujours à la même chose. Enfin, et en fin d'année, comme on se permet plus de liberté, etc., je me suis dit, tiens, on va passer la matinée au stade à faire l'athlétisme et des jeux de collectif. Et en fait, quand on est arrivé en fin de matinée à l'école, ils ont tous été hyper déçus en se rendant compte que c'était la fin de la matinée et qu'ils n'avaient pas pu jouer au jeu libre de la classe habituellement. Mais c'était vraiment une grosse déception. Et là, ça m'a vraiment fait... en fait, ils ont vraiment besoin de ce rituel et je me rends compte en arrivant en classe qu'ils ont besoin de lire, pas tous, mais vraiment, lire le jeu libre. Et ensuite, ils sont prêts à venir vers moi ou vers la scène pour apprendre. Ils sont disponibles, ils ont eu ce dont ils avaient besoin et ils sont disponibles et on peut y aller. Et c'est vraiment... il se passe vraiment des choses entre les enfants, dans ce qu'ils se racontent entre eux. Même, je mets aussi beaucoup en place le bricolage, ce qu'on appelle le bricolage, c'est-à-dire qu'ils ont plein de matériaux de récupération, papier toilette, carton, etc. Et ils peuvent bricoler entièrement ce qu'ils veulent, quoi. Il n'y a pas de c'est moche, c'est beau, oui, il n'y a pas de consigne précise, quoi. Non, il n'y a pas de consigne. Et du coup, les enfants sont amenés à faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, quoi. Enfin, pour moi, c'était aussi dans le but de ne pas limiter leur créativité. La créativité qu'ils ont déjà en eux et qu'on peut limiter en plaçant un cadre beaucoup plus rigide. Voilà. Et du coup, je me rends compte que... Ouais, et par rapport au jeu, j'imagine enfin, comment tu réagis si un enfant passe pratiquement toute sa matinée, tu vois, il est 11h, 11h15, et qu'il passe toute sa matinée à jouer? Est-ce qu'à un moment, tu vas te dire, oh là là, mais il n'a pas pris d'atelier, tu vois, il n'a pas avancé? Ou comment tu réagis? Alors, une matinée, pour moi, c'est pas... ça ne me dérange pas du tout. Là, ce que je regarde essentiellement, c'est où en est l'enfant dans ses apprentissages.
Est-ce que par rapport à ce qui est attendu globalement pour son niveau, ou ce que dont moi j'ai l'habitude avec les enfants, parce que finalement ils ont quasiment, enfin, ils lisent en fait dans la classe dès la moyenne section la plupart, voire des fois ils commencent en petite section, donc en fait je n'ai j'ai très peu de pression par rapport au programme, étant donné que voilà, ça fonctionne très très bien et on est largement en avance par rapport à ce qui est demandé. Et du coup, si par exemple un enfant, je le sens un peu à un moment donné, entre guillemets, je le sens stagner dans les apprentissages, ce que je fais, c'est que de temps en temps, bah, je leur dis, bah voilà, là, tu as joué toute la matinée, etc. On est OK cet après-midi, tu viens 5 ou 10 minutes avec moi. Et je le préviens à l'avance pour qu'il se fasse à l'idée. Et généralement, ça fonctionne. Et l'après-midi, on passe 5 minutes ensemble Mm. sur l'apprentissage sur lequel il doit avancer. Et sachant que s'il n'est pas très motivé, je fais en sorte de lui trouver la motivation en lui faisant plusieurs propositions d'ateliers. Mais moi, c'est pas n'importe quel atelier que je lui propose, quoi. Mais c'est pour que lui, il ait l'impression de choisir, en fait. D'accord. Et voilà, globalement. D'accord. Et au début du podcast, tu disais oh bah le matériel, j'ai compris après que ce n'était pas tout. Est-ce que tu peux revenir là-dessus Pour moi, le matériel n'est pas tout, même si je trouve vraiment le matériel maths Montessori hyper intelligent, hyper bien fait, hyper progressif et qui permet vraiment à l'enfant d'être dans la réussite constamment. Mais je suis persuadée qu'appliquer juste le matériel sans ce qu'il y a autour, sans tout ce qu'on met en place autour, sans la philosophie, en fait, pour moi, ça revient presque à faire de l'école traditionnelle, dans le sens où pour moi, vraiment, le lien qu'on peut avoir avec les enfants est très, très, très important. Ce lien de confiance, ce lien individuel, en fait. Et on passe par l'humour, on passe par énormément de choses, en fait. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux avoir la philosophie et très peu de matériel que l'inverse, quoi. Oui. Mm. Oui, vraiment, enfin, ouais, donner vraiment de la responsabilité aux enfants, de la confiance, être totalement à leur écoute, en fonction vraiment de leurs besoins du moment, et pouvoir rebondir sur ce qu'ils proposent, vraiment en fonction de leurs besoins, en fait. Ouais. Mm. Et comment tu t'es adapté là avec le confinement pour assurer la continuité pédagogique? Comment tu as géré les choses? J'ai proposé essentiellement aux parents des propositions d'activités au départ. Donc au CP, je leur ai trouvé, je suis pas trop pour le numérique, mais c'était un peu compliqué au départ voilà, de trouver la meilleure solution. Je leur ai proposé quelques logiciels numériques qui, de la même façon qu'en classe, sont sous forme un peu de niveau à passer. Mm-hmm. En lecture, voilà, ils travaillent sur le logiciel et c'est des niveaux à passer, ça les motive. Plus c'est des propositions d'activités, j'essaye en fait de leur trouver sous forme de jeu, où les enfants peuvent jouer en famille avec leurs parents, pour les maths, etc. Et surtout, à partir de 4-5 semaines de confinement, j'ai mis en place des activités nature. C'est-à-dire que j'ai commencé à me filmer et à leur proposer des activités dehors pour prôner l'école dehors. Et du coup, donc, je leur propose maintenant des activités au fur et à mesure, je mets vraiment en scène. Je me retrouve à construire une cabane dans mon jardin. Du coup, on travaille en même temps sur le plan. Je me retrouve à faire des potions magiques, ça leur permet de faire des mélanges, etc. Récemment, je leur ai fait faire un parcours de motricité dans leur jardin. Moi, j'ai totalement fait le parcours, j'ai mis une cape parce que j'étais un super-héros à ce moment-là, qui avait de la lave par terre, qu'il ne fallait plus toucher le sol. Et entre-temps, il y avait des codes à réaliser, des additions, des multiplications pour pouvoir passer certains obstacles. Voilà, tout sous forme vraiment en fait, de jeu pour vraiment toujours avoir l'enthousiasme, la motivation, le jeu. Ouais. Et créer aussi le lien, en fait. Parce qu'en fait, ce qui fonctionne, ce que je n'ai pas dit, ce qui fonctionne énormément dans la classe, c'est l'effet groupe. En fait, quand tu as un enfant, il suffit que 2-3 enfants s'enthousiasment, comme ils savent si bien le faire, s'enthousiasment pour une activité en particulier, un apprentissage en particulier, et il emmène une moitié de classe avec lui. Mm. Et je trouve ça beaucoup plus puissant quand ça vient des enfants que quand ça vient de moi. Mm.
même si c'est différent, mais alors ça rajoute encore vraiment autre chose, quoi. Mm. Et il suffit voilà, de trouver un atelier qui motive quelques enfants et voilà, tous les enfants sont importants. Enfin, et du coup, j'ai essayé à travers les vidéos de recréer ça en publiant mes vidéos sur le site Classroom et en permettant à chaque parent de pouvoir eux aussi publier les vidéos de leurs enfants. Donc on peut tous se voir, on peut commenter et recréer cette dynamique qu'on retrouve. Mm. Et quand tu parles de Mais j'ai l'enthousiasme, pas. vu que tu as cité André Stern, tu dois connaître sa citation favorite, l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Tu avais déjà entendu? Oui. Ouais. Oui, bah, et ça me parle énormément. Je trouve que quand un enfant est enthousiaste, et même nous en tant qu'adultes, en fait, c'est comme si on déployait nos ailes et qu'on était capable de tout, en fait, après. Ouais. C'est tellement Et plus... en fait, Ouais. oui. Et puis, c'est aussi créer le besoin d'apprentissage, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas besoin de connaître 11, 12, 13, 14, etc., on rame, mais en fait, il mémorise pas parce qu'il n'en a pas besoin à ce moment-là. Par Mm. contre, il a envie absolument de faire une addition comme les grands et de pouvoir écrire le résultat derrière. Ah bah là, il va aller chercher sur la frise numérique comment s'écrit 12, et là, Mm. c'est 10 fois plus efficace. Enfin, là, c'est Ouais. retenu, en fait. C'est mémorisé à long terme. Ouais. Et on n'a plus à mettre de la force pour que l'enfant mémorise ce qu'il doit mémoriser, ce qui est demandé dans les programmes, quoi. Ouais. Bah, puis en plus, au fur et à mesure des années, enfin, souvent dans les classes traditionnelles, les enfants, on sent un peu qu'ils perdent leur motivation, tu sais, au fur et à mesure, tu vois. Déjà, entre le CP et le CE2, c'est pas la même. Puis entre le CE2 et le CM2, tu sens qu'ils sont encore moins motivés. Alors que là, voilà, si on leur laisse ce libre choix et la possibilité d'apprendre quand même d'être un peu plus maître de leur apprentissage, quoi, d'être plus présent, quoi. Voilà, ça leur permet de garder cette motivation, cet enthousiasme et d'aller beaucoup plus loin, quoi. Tout à fait. C'est exactement le constat que je m'étais fait qui m'avait, entre guillemets, choqué. C'est voir des CP arriver en début d'année, être hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre à lire, être hyper motivé, et au fur et à mesure de l'année, voir leur motivation complètement dégringoler, pour certains, pas pour tous, hein. Mais moi, c'est surtout voilà, ceux voilà, où je vois cette motivation qui dégringole, cette non-envie d'apprendre, cette envie, enfin, ne plus avoir envie de venir à l'école, etc. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je me suis dit, mais ils l'ont en eux. Comment ça se fait qu'avec l'école, on arrive, entre guillemets, à casser cette envie? Et pourquoi de passer de grande section à CP, d'un coup, pourquoi il n'y aurait plus de jeu? Hmm. Qu'est-ce qui fait en 2 mois que l'enfant soit capable maintenant d'être assis sur une chaise sans bouger? Voilà. Et du coup, c'est de tous ces constats-là que je me suis dit, qui m'ont amené là où j'en suis, quoi. Donc dans la classe, il n'y a pas de... Voilà, comme c'est une Alvarez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de place attitrée, il n'y a même pas assez de chaises pour tous les enfants, c'est tapis, et chacun va là où il le souhaite, quoi. J'ai même mis dans la classe depuis 2 ans un canapé pour favoriser le plaisir de lire. Donc, voilà, quand ils le souhaitent, ils vont dans le canapé, lire à plusieurs. Enfin, j'ai envie, c'est pas encore totalement, mais j'avais envie aussi que l'école, la salle de classe ressemble à une petite maison, en fait. Pour moi, Ouais. c'est presque une famille, quoi. Ouais. Et tous les après-midi, par exemple, il y a 2 enfants qui vont faire un gâteau chaque après-midi, totalement en autonomie. Enfin, on est vraiment sur un fonctionnement. Ouais. Oui, un peu comme la Pour vraie moi, vie, quoi. Un peu, c'est voilà, ça. on apprend parce qu'on est dans la vraie vie. C'est pas, il y a plus ce côté artificiel. On apprend parce qu'on est à l'école. Voilà, on apprend C'est parce ça. qu'on en a besoin de ces compétences-là et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on n'aimerait pas lire notre livre sur une table et sur une chaise, quoi. C'est pas super confortable. Tout à Alors que fait. dans le canapé, on est quand même mieux pour lire. Tout à fait. Ouais. On Oui, entend oui. beaucoup parler de classe flexible en ce moment. Tu sais, en France, la classe flexible, j'en entends de plus en plus parler. Et en fait, je me dis, mais c'est juste un élément de la pédagogie de Maria Montessori, en fait. Tu sais, c'est juste une petite chose, quoi. Enfin, le fait d'être bien installé, le fait justement que l'environnement soit confortable et, et voilà, qu'on s'y sente bien. Tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui me vient par rapport au matériel. On entend souvent aussi que le matériel Montessori est trop cher, que c'est pas accessible pour une classe et tout. Et pour moi, c'est carrément... Une fois que le matériel, on l'a, déjà, chaque matériel, c'est individuel. Donc, on n'achète pas x6.
Mm. Ça, c'est hyper cher dans mon classe d'acheter un jeu x6. Mm. C'est des sommes énormes. Et là, une fois que le matériel il est en place, qu'il est là, moi, dans mon budget, j'ai quasiment mon budget entier pour me faire plaisir chaque année maintenant. Il y Ouais. a... Tout est là. Mm. On n'a pas besoin de renouveler, en fait. On a la base et après, on se fait plaisir à côté. C'est Et ça. c'est pareil, même dans le fonctionnement de classe. En tant qu'enseignante, ça a été un travail énorme les 2 premières années, par exemple, à y passer des soirées, des mercredis, des week-ends à mettre en place dans ma classe. Mais maintenant, je rentre le soir, si je veux, j'ai rien à préparer. Tout ce que j'ai à préparer, c'est les projets que je mets en place en plus pour me faire Mm. plaisir et pour ne pas m'ennuyer et pour renouveler, etc. Mais la base est là. Si je veux vraiment, il n'y a strictement rien à rajouter. Tout est là. Et je trouve que c'est hyper important parce que du coup, on est davantage disponible pour les enfants. Mm. On n'a pas passé notre soirée à préparer pour eux. Au final, on a une vie personnelle à côté plus importante et du coup davantage disponible pour eux quand on est en classe. On est vraiment avec eux. Ouais. Moi, j'arrive en classe le matin, j'ai pas de stress à me dire j'ai ça à faire comme photocopie, ça, si, ça. Non, Ouais. enfin, tout est pris à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, tu veux dire qu'une fois que tu as travaillé vraiment sur l'environnement et puis vraiment que voilà, que tout l'environnement soit mis en place, et une fois qu'il est mis en place, et ben voilà, t'es moins la tête dans le guidon, quoi. C'est pas. C'est ça. Ouais. Et en plus, tout est là pour de la petite section au CP, voire c'est du CE1, CE2 que je fais parfois avec les CP, parce que quand on a des moyennes sections qui commencent à s'intéresser très fortement à la multiplication et qui lisent, on se dit, bon, en CP, il va falloir Ouais. en rajouter. Mais en fait, c'est pas, je me dis pas, tiens, avec les grandes sections, il faut que je fasse ci, avec les moyens, il faut que je fasse Mm. ça. Non, en fait, eh ben, j'ai toute ma progression qui est faite et je regarde où en est l'enfant et on prend l'atelier là où il en est. Ouais. Donc tout Ouais. est là, en fait, tout est à disposition dans la classe. Puis un autre avantage aussi, alors je sais pas si ça t'arrive souvent, mais c'est si t'es remplacé. Bon, après, si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude, ça peut être un peu compliqué, mais je veux dire, limite, l'adulte, il est là et il suit le mouvement, mais voilà, tout est là, tu vois, il n'y a pas. Je trouve que c'est un autre C'est avantage. exactement ça. C'est exactement ça. J'ai eu beaucoup de mal la première fois à laisser ma classe à des remplaçants en me disant mais comment il va faire? Mm. Parce qu'il y a rien de préparé en fait. Je ne peux pas me forcer à préparer et je peux pas lui expliquer avec un petit mot comment Mm. la classe fonctionne. Et du coup, j'ai lâché prise. Et en fait, c'était presque magique. Le remplaçant m'a laissé un mot en me disant mais en fait, c'est royal pour eux. Ils arrivent et en fait, les enfants ont juste un énorme plaisir. C'est une nouvelle personne qui arrive dans la classe et ils ont juste un grand plaisir à leur montrer tout ce qu'ils savent faire. Mm. Donc, le remplaçant, il n'a plus qu'à suivre. Ouais. Et rien à préparer non plus, et juste à se faire plaisir aussi avec les enfants. Mm. Ouais, c'est vraiment un beau Donc, ouais. témoignage. Je te remercie d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. Est-ce que tu veux bien qu'on termine avec un livre? J'aime bien, voilà. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a marqué et que tu aimerais partager? Un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Caroline Sost, S'épanouir à l'école, il me semble. Mm. Où j'ai, à travers ce livre, compris vraiment l'importance de l'impact de en fonction de qui on est à l'intérieur et en fonction de comment on avance nous-mêmes personnellement, à quel point ça impacte en fait la classe, à quel point ça impacte la relation avec les enfants et comment les enfants avancent en fait. Mm. En fonction de qui on est nous à l'intérieur, à quel point ça reflète la classe qu'on a. Et Mm. pour moi, à chaque fois que tout ce qui me permet d'avancer sur moi-même permet de faire avancer la classe et de faire avancer les enfants et les adultes qui rentrent dans la classe. Enfin, Mm. j'ai du coup ça très très impressionnant. Et après, en dehors des livres, c'est vraiment aussi les conférences de André Stern. Ouais. Moi, Céline Alvarez évidemment, mais aussi beaucoup André Stern qui me permet euh, voilà, de comprendre ce qui se passe un peu au niveau du jeu libre. Mm. Et Caroline Sost, je l'ai interviewée sur le podcast, mais c'était une interview beaucoup plus courte parce que c'était pendant le festival de l'école de la vie, donc c'était pas ce Oui. format-là, presque 1 heure. Et est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? La citation que j'aime beaucoup, qui me vient, je ne sais pas si je vais la citer exactement comme elle est dite, mais euh, c'est le fait que l'enfant n'est pas un vase à remplir, mais plutôt une flamme à allumer. Pour moi, je le vois, enfin, c'est pas exactement, mais pour moi, je me vois vraiment en fait en classe comme je suis là pour accompagner les enfants.
pour leur donner envie d'apprendre, plaisir à apprendre, allumer la flamme en fait. Et en fait, ensuite ils font d'eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de témoignages que l'enfant est hyper demandeur à la maison pour apprendre en fait, pour que les parents, pour apprendre. Et des fois, parfois, j'ai des enfants en classe où j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si intéressés que ça par les apprentissages, mais en fait, ils continuent vraiment quotidiennement chez eux à apprendre constamment. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus... Ils apprennent beaucoup plus puisqu'ils le font pas aux heures cantonnées à l'école, ils le font constamment dans leur vie au quotidien. Ils s'intéressent à tout ce qui se passe autour d'eux et du coup, c'est cette citation que j'aime beaucoup pour ça. Et est-ce qu'on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule ? En rapport avec l'éducation, évidemment. Qu'est-ce qu'on appelle coup de cœur ou coup de gueule ? Un coup de cœur, tu sais, quelque chose qui te met en joie, ou coup de gueule, quelque chose qui t'énerve ? Ce qui me vient, c'est... Moi, j'aimerais que l'école, en fait, soit davantage un lieu pour permettre de développer les potentiels que les enfants ont en eux, en fait. Au lieu, pour moi, parfois de les freiner fortement, en fait. Pouvoir découvrir les différents... pouvoir s'appuyer sur le potentiel de l'enfant pour lui permettre de le développer et de s'épanouir dans qui il est lui. Puisque pour moi, les enfants actuels sont la société de demain. C'est important qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie pour apporter le plus de positif possible. Bon, t'es déjà en train d'y contribuer, mais t'aimerais que ça se passe, qu'il y ait d'autres enseignants en France qui y contribuent aussi, c'est ça ? J'aimerais que ça rayonne plus sur d'autres écoles, que ça puisse s'étendre plus et qu'on puisse transmettre ça davantage en fait. Avoir vraiment cette possibilité plus grande de montrer qu'il est possible d'enseigner autrement et de pouvoir même s'épanouir vraiment nous en tant qu'enseignants. De ne pas être dans cette posture de police, force par rapport vraiment avoir un épanouissement des enfants et des adultes dans la classe. Bon, c'est une très belle conclusion. Je te remercie, Maëlys. Merci à toi. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, j'espère que ma conversation avec Maëlys vous aura permis de réaliser que même au sein de l'éducation nationale, c'est possible de transformer les choses et de développer le potentiel de chaque enfant et de remettre de la joie, de la vie au sein de la classe. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. S'il y a des personnes que vous aimeriez que j'interviewe ou des questions précises que vous aimeriez des fois poser, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et ce qui compte pour moi, c'est d'être vraiment au plus proche de vos attentes. Et pour retrouver les anciens podcasts, vous pouvez aller sur le blog montessori-apprendreautrement.com. Voilà, pour retrouver les précédents podcasts et aussi plein d'articles, de vidéos que j'avais faites par le passé. Et si vous voulez jeter un œil aussi aux formations que je propose, en présentiel et en ligne, tout est sur le blog. Allez, je vous dis à vendredi prochain.